Coucou la team, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast un peu silencieux, peut-être un peu sexy, avec cette voix basse, mais c'est juste que l'enfant dort, bébé dort. Petit point, coupe de cheveux, j'ai tout coupé, c'était nécessaire, et justement c'est en relation aussi avec l'épisode du jour. Et ça peut paraître un peu un épisode fourre-tout, mais en fait pour moi c'est très clair et tu vas voir, je vais essayer de faire le plus clair pour toi, de te transmettre ça, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment un message à te transmettre. Je vais parler à la fois de développement personnel et à la fois de moi. Tu sais que je suis mon meilleur exemple, donc c'est plus simple pour moi de parler en plus de choses qui sont véritablement arrivées. Et il englobe pas mal de choses, donc voilà, ça peut paraître un peu ça va dans tous les sens, mais en fait il y a quand même un fil conducteur. Donc on va dire que le fil conducteur c'est moi, mais là-dedans je vais te parler de pas mal de choses. Je vais te parler du syndrome du sauveur, je vais te parler d'estime de soi, je vais parler toujours d'hypersensibilité, ce qui est très en rapport avec le syndrome du sauveur. Je vais parler de ancienne version de moi, nouvelle version de moi, accepter cette part d'ombre, sa part d'ombre, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En fait, et donc cette coupe de cheveux, enfin, il y a des synchronicités de fou en ce moment. J'ai aussi retrouvé des collègues des copines d'école de commerce, donc c'est il y a 15 ans. Et en fait, c'est drôle parce que cette coupe de cheveux, donc si tu vois pas, si t'écoutes sur le podcast, mais sur YouTube, tu vois peut-être. Donc j'ai les cheveux d'habitude très très longs jusqu'en bas du dos. Et là, j'ai fait un carré. Et Coco Chanel disait une femme qui se coupe les cheveux, c'est une femme qui s'apprête à changer de vie. Alors, moi, clairement, ma vie, elle a déjà changé là, parce que je suis jeune maman, mais en effet, j'aborde un nouveau tournant et j'aurai peut-être l'occasion de t'en reparler, certainement. Ce que je voulais te dire, c'est que, et c'est en corrélation avec une vidéo donc, j'ai sorti sur les réseaux lundi soir, un petit réel, un TikTok, en fait, et qui m'a beaucoup coûté, et que je voulais sortir depuis très très longtemps, au sujet de l'ancienne version de moi-même, on pourrait dire comme ça. Et justement, c'est une question très intéressante, c'est est-ce que je suis la même personne? Est-ce que je suis une nouvelle personne? Est-ce qu'il y a une ancienne moi, une nouvelle moi? C'est assez intéressant comme question, je trouve, mais j'ai pas vraiment la réponse à ça, en tout cas, aujourd'hui. Clairement, j'ai changé. Est-ce que j'ai l'impression d'être une autre personne? Oui, des fois, mais pourtant, je suis toujours Sandra. Et en fait, donc je vais te parler de moi avant, et j'en suis pas forcément hyper fière, mais c'est vrai que comme j'écris dans la légende du poste, c'est tout ça, toutes ces erreurs qui m'ont mené jusque-là aujourd'hui, et finalement un parcours un peu chaotique dont je peux être plutôt fière, parce que l'issue, elle est assez favorable, mais franchement, je me suis beaucoup perdue. Il y a... Dans un autre épisode, il y a longtemps, je te parlais de burn-out émotionnel. C'est un peu ce que j'ai fait, mais là, je vais te parler plutôt du quotidien, en fait, de choses qui ont l'air assez anodines comme ça, dans ma vie de merde à l'époque, et d'année en année où ça te suivait. Et de fait, tu vas voir, je vais te raconter des trucs que j'ai fait pour qu'on m'aime, en fait, qui sont vraiment mauvais, c'est vraiment mal. Et je me suis beaucoup manqué de respect. Ça, 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 ça a été beaucoup, en fait, ma vie a été rythmée par ma vie sentimentale, par mes rencontres, mes amours, si on peut dire amour, parce qu'en fait, aujourd'hui, après le travail, j'ai pu me rendre compte que c'était de la dépendance affective. Ça a commencé, j'allais dire à 18 ans, mais en fait, c'était avant, parce qu'en fait, au collège, j'étais déjà obsédée par certaines rencontres, par certains garçons. Et genre, j'apprenais leur emploi de temps par cœur, je les suivais, c'était limite comme une chasse et tout. Bon, après, en soi, je me dis, bon, allez, amoureuse adolescente, rien de grave, on est ados, on est tous un peu perturbés, on a tous un peu les hormones au taquet, tout ça. Bon, donc on va dire que, enfin, j'y pense, attends, je suis en train de me dire quand même, quand j'étais en CE1, j'étais folle amoureuse d'un garçon, mais genre, et pendant des années, je l'avais en tête et tout, j'ai voulu changer d'école pour revenir le voir et tout, alors que mes parents avaient déménagé. Enfin, quand j'y repense, c'est assez ouf, Alexandre. Et après, ça a été, au collège, c'était Nicolas, mais pas que, il y en a eu quelques, enfin, deux, trois autres. Mais voilà, c'était vraiment comme des cibles, quoi. Et après, j'ai rencontré mon premier chéri, j'avais 17 ans, 18 ans. Et, et en fait, à l'époque, j'avais le choix à faire de est-ce que j'allais
faire une école à l'étranger, une année de césure, faire l'école que j'avais choisie en France, ben, je pouvais faire des semestres à l'étranger. Et en fait, je suis jamais partie parce que j'avais envie d'être avec mon copain. En fait, vraiment. Je me voyais pas partir. C'est même pas une question de ma famille ou quoi. Je me voyais pas ou de solitaire, enfin de solitude, de peur de l'aventure et tout. Parce qu'en fait, au fond, je suis un peu comme ça. Mais là, c'était juste, je pensais que c'était l'homme de ma vie, que j'allais faire des enfants avec lui, qu'on allait se marier. Enfin, ses parents, en plus, avaient un schéma un peu comme ça. Genre, ils étaient restés ensemble et du coup, ils s'étaient mariés très tôt, enfants très tôt. Et je m'étais dit, oh, on va reproduire ça, c'est magnifique et tout. En fait, moi, j'ai le traumatisme de la séparation de mes parents, tout simplement. Et c'est quelque chose de... C'est mon fil conducteur dans ma vie et qui faisait que, ben, en fait, j'ai voulu faire tout l'inverse. Et donc, je voulais très vite être en relation. Je voulais en plus quelque chose de passionnel. Et alors ça, la passion, je l'ai vu chez mes parents, mais c'était de la passion plutôt destructrice. Et moi, je voulais la passion, voilà, la passion amoureuse, ce feu ardent. Mais en fait, bah, le feu, ça brûle. La passion, ça dévore. Et en fait, alors j'ai l'air très très loin comme ça du syndrome du sauveur, mais genre, je vais y venir. Et, et en fait, bon, cette relation n'a pas abouti au bout de 2 ans. Enfin voilà, c'est le premier amour. Et un jour, justement, un ex m'a dit, ben, la beauté du premier amour, c'est de croire qu'il dure toujours. Et bon, c'était pas du tout le cas, en effet, finalement. Et ensuite, j'ai rencontré... et je pense que juste la personne que j'ai rencontrée après ce premier chagrin, je me suis encore... j'ai jeté mon dévolu sur quelqu'un, mais alors qu'il n'en avait rien à faire. Et puis là, j'avais 20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais là avec toute ma naïveté. Et je me suis dit, ouais, alors si c'était pas celui-là, c'est le destin, c'est que je devais rencontrer celui-là à la rentrée d'école. Et du coup, c'est drôle. Donc, la jeune femme que j'ai retrouvée, la copine que j'ai retrouvée de l'époque, pourrait en témoigner. Et on m'a, du coup, on m'a pas accusée, mais enfin, on m'a, bon, je trouve pas le mot, mais mis toutes ces ragots de, voilà, parce que je l'avais fréquenté lors d'une soirée, je m'étais un petit peu isolée et tout, et qu'on m'a dit fille facile, alors que bon, il s'était rien passé avec ce garçon, enfin, pas plus que ça, quoi. Et en fait, et là, j'ai aussi beaucoup commencé à comprendre que la vie des autres, le regard des autres, ce que pensent les autres et tout, c'était en fait assez prédominant. Pas important, mais prédominant. Et en fait, moi, je me suis dit, mais c'est drôle parce qu'en fait, l'idée, c'est de se défaire du regard des autres. Et moi, je m'en suis défait, mais j'avais pas mesuré à quel point, finalement, c'était important socialement. Et moi, c'est là où vraiment ma différence, ma neuroatypie, tout ça, mon hypersensibilité ont commencé à vraiment être en conflit avec les autres gens, tous les gens en fait, les normaux pensants, tout ça. Pour moi, c'était pas, en fait, je me sentais assez bien en fait dans mes baskets, bizarrement, hein, de me dire non, en fait, parce que j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux. Et j'ai commencé par une sorte de rébellion, une sorte d'indépendance, je sais pas, vis-à-vis de la masse, vis-à-vis des gens, en me disant ben non, mais laissez-moi faire ce que je veux pour moi. Grosso modo, je disais, euh, je, justement, dans ce célibat, je fais ce que je veux. Finalement, j'ai trop souffert d'être en relation. Je, j'ai pas envie de me retromper. J'étais là. Alors après, je suis tombée dans un schéma aussi. Alors, attends, comment je pourrais te dire ça? Pour moi, par exemple, si tu veux, j'étais dans une soirée, j'avais envie de danser. Euh, je sais pas, en hauteur, sur des comptoirs, des trucs comme ça, faire la folle et tout. C'est mon côté très extraverti. Et peut-être un peu trop d'ego aussi, mais c'est mon côté très extraverti. Et j'ai de vivre, en fait, et sans me soucier de ce qu'on allait penser de moi et tout. Et je me rends compte que les gens ben, m'avaient donné leur avis sur tout, alors qu'on leur avait pas demandé quoi. Et donc très vite, en fait, on m'a collé une étiquette, une réputation. Et, et en fait, j'ai je m'en foutais en fait. C'était assez paradoxal et limite, plus j'agissais, plus ça donnait de l'eau, du grain à moudre, de l'eau dans leur moulin. Et en fait, c'est en rapport avec la vidéo donc, que j'ai partagée. Je, je sortais beaucoup, je dansais plus que les autres, je me montrais plus que les autres, j'avais un plus grand décolleté que les autres. Parce que pour moi, j'étais là en me disant, jamais un mec me dira comment je vais m'habiller, mon corps c'est mon corps. J'étais
je me maquillais, j'osais en fait, j'osais beaucoup de choses, je me mettais du rouge à lèvres rouge et j'adore toujours, attention, hein, j'adore, enfin j'avais un côté très provocante, j'étais, ouais, je, ouais, j'étais provocante vraiment et j'étais sexy, j'aimais plaire, vraiment j'étais beaucoup dans l'apparence et c'est l'époque aussi où j'ai commencé à acheter des sacs de luxe. Alors, je parle pas, j'ai pas dépensé 50 000 € en sacs de luxe, hein, mais euh, on va dire qu'on c'est des marques un peu plus abordables, tout ça. Mais j'étais en me disant, allez, si j'ai un sac de plus, une paire de chaussures de plus, voilà, il fallait que ce soit tout peaufiné, beau, des choses que peut-être certaines personnes ne peuvent pas avoir. Et je sortais pas sans maquillage. Oh, si j'avais un bouton, c'était le drame. Je me disais, mon Dieu, je vais pas plaire. Je ne pouvais pas sortir sans les ongles faits. Hum, je... Et d'ailleurs, ça va avec le fait que je me trouvais toujours grosse. Donc, finalement, je me suis jamais plu. Je cherchais à plaire parce que je me suis jamais plu. Et je cherchais cette approbation dans le regard de l'autre et en fait dans l'amour aussi. Et d'ailleurs, je portais des chapeaux, mais j'en porte toujours, hein, ça peut m'arriver, hein. Mais j'étais, je comprenais pas, et d'ailleurs, je comprends toujours pas, hein, finalement, ça c'est une bonne partie de moi aussi que je veux garder, c'est-à-dire que j'avais des chapeaux, et je me disais, ou des très belles robes et tout, je me disais, mais des robes à paillettes, et j'étais choquée par le fait qu'on puisse attendre une occasion spéciale pour porter une robe un peu qui sorte un peu de l'ordinaire. Mais parce que je me dis, mais c'est maintenant qu'il faut vivre en fait. Ta robe, ça sert à quoi? Bah, déjà, achète-la au lieu de, oh, elle est belle, mais je vais pas la mettre, je la mettrai jamais. Putain, mais achète-la, porte-la. On n'a qu'une vie, quoi, merde. Puis t'as 20 piges, 25 piges, c'est pas à 52 ans que tu. Encore, même à 52 ans, si t'as envie de mettre ta robe à paillettes, tu mets ta robe à paillettes, quoi. Et j'étais dans ce truc de voilà, d'indépendance, être foule et tout, et un peu, putain, mais fais ce que tu veux, quoi. Et, euh, et en même temps, alors c'est un côté, voilà, mais hyper ambivalent à côté de ça, je suis une fille hyper respectueuse, hyper sage, j'ai un peu ce syndrome de l'enfant sage, je, hyper carré, j'adore ouais, respecter en fait. Et puis même quand je fais attention finalement à outrance à ce qu'on pense de moi et j'avais envie de bien faire toujours. Donc j'étais vraiment très tiraillée. Et en plus, je suis tombée, donc aussi, comme on le voit dans la vidéo, dans un peu l'alcool mondain. Et ça, c'était un peu mon truc, mon côté caméléon. J'ai voulu faire comme tout le monde, finalement. J'ai voulu aussi me noyer un peu dans la masse. Parfois, je pense que je souffrais d'être un petit peu à l'écart, où je disais, non, mais moi aussi, je peux. Parce que finalement, mais, tu sais, t'es pas trop la fun de service, on t'invite plus, donc on t'aime pas trop. En fait, du coup, je me dis, bon, ben, si je bois un peu plus, on va m'aimer, je vais être un peu plus fun. Bien que je trouvais que moi j'arrivais à être très très fun et à danser jusqu'au bout de la nuit, même sans boire quoi. Et du coup, bah, j'ai bu à une soirée, je me suis dit allez, bon un petit verre. Et en fait, j'aimais pas l'alcool, en plus vraiment c'est vraiment des goûts que, à la base je suis néophobe, donc pour tout ce qui est alimentaire, bah, en fait j'aime pas non plus les goûts de l'alcool quoi. Et bon, ben après, je me suis dit, allez, le vin blanc, ça passe. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Allez, un verre. Et puis en fait, je me rendais compte que deux verres. Et puis au bout de 3 mois, tu te rends compte que deux verres, t'as plus le même effet qui vient tout de suite, ce truc pompette là. Ben, il me fallait 3 verres. Et en fait, au bout du cinquième verre, un soir, j'ai été vraiment pas bien. J'ai badé en me disant j'ai une vie de merde. Et je me suis rendu compte que je faisais ça pour. En plus, avec des gens pas très intéressants et des gens qui me respectaient pas. Voilà. J'ai eu donc j'ai été dans une relation euh, avec un homme extraordinaire, mais et je voulais absolument être avec cette personne et il a même quitté sa copine pour moi à l'époque. Ce qui est à ne jamais faire, ne quitter jamais quelqu'un pour quelqu'un. Et j'ai passé des années avec. Et en fait, pour me rendre compte, et c'était extraordinaire comme relation, je me disputais jamais, c'était super. Mais en fait, bah, c'était plus un ami qu'un amour, quoi, qu'un amant, on va dire. Et, et en fait, bah, c'était une autre forme de dépendance. Alors, ouais, encore de la dépendance affective, c'est-à-dire que j'avais peur d'être seule, je me connaissais toujours pas. Voilà, là, je te parle, j'ai pas encore 25 ans, quoi.
Et après, à partir de là, donc un jour, j'ai eu le courage, parce que vraiment ça demande du courage de quitter quelqu'un, de changer de vie en fait. Et c'est ce que je veux expliquer dans le réel. En fait, on est dans cet alcool, dans ces soirées, on est dans ces vêtements, dans cette surface, en fait, dans cet apparat, et on souffre pas, on ne descend pas en soi, et on a pas mal. Et c'est cool, on se pose pas les questions, ou dès qu'elles arrivent, hop, 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 une émotion, hop, 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 on repousse. On voit, on n'a pas, on sait qu'il y a peut-être un truc qui pue, il y a un problème et tout, mais on va pas mettre le nez dedans parce que ça pue. Justement, on sent qu'il y a un truc et on n'y va pas. Et donc j'étais confortable dans cette relation. Et un jour, je sais pas pourquoi, je prends mon courage à deux mains parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage pour quitter quelqu'un, pour quitter une situation qui ne convient plus. En tout cas, pour moi, c'était très très dur parce qu'en fait, j'allais dans ma douleur, quoi. Et je dis voilà, écoute, je sens que je suis pas moi-même, je suis pas Yes. Donc cette fameuse phrase, c'est pas toi, c'est moi. Mais pour le coup, ben, c'est vraiment moi. C'est mal redire, mais c'est vraiment moi le problème. Ma vie, je suis en train de passer à côté de ma vie, ça va pas. Et donc je quitte cette personne. Et en fait, je pense que tout de suite, je veux pas me retrouver seule face à moi-même. Donc je commence à rencontrer des garçons. Et là, j'ai pris mon lot de... Alors, j'ai rencontré mon premier, et d'ailleurs mon seul vrai pervers narcissique. Quoique, il y en a peut-être un deuxième, mais... Et là, j'ai été dans une relation où vraiment, je me suis fait vraiment peur parce que ça ressemble à... J'en parle dans le programme. Il y a ce qu'on appelle le violentomètre. Et on aurait dit une relation où à la fin, t'es une femme battue et tu meurs. C'était le début. Et, ma soeur, ma meilleure amie, pour en témoigner aussi. Au début, c'était vraiment idyllique, mais comme les 3 premiers mois d'une relation, comme toujours, d'ailleurs, comme toujours quand tu es quelque chose de très passionnel. Cette fameuse phrase, l'amour dure 3 ans, c'est un peu ce 3 mois, 3 ans, voilà. C'est quelque chose de très cyclique, la dépendance c'est très cyclique, la passion c'est très cyclique. Et en fait, je vais dans cette relation, et en fait, voilà, c'est là où je suis rentrée dans mon syndrome du sauveur. Ok, je fais mon parallèle. Et alors là, je pense que trop de développement personnel en moi, je sais pas, non, en fait, trop d'empathie, tout simplement, c'est que là, en fait, mon hypersensibilité cognait très très fort. Je l'avais trop longtemps réfrénée et je voulais absolument aider. Et je vais avec ce mec, en fait, en me disant pour l'aider. Parce que tout le monde disait, tu sais, personne ne le dompte, il est un peu rageux, très colérique et tout. Et en fait, je trouvais qu'avec moi, il l'était pas du tout. Et je me disais, oh là là, moi, je l'apaise. Je suis son infirmière. Et là, à chaque fois dans ces relations-là, j'ai endossé le rôle de maman, de psy, d'infirmière. Voilà, voilà. Et en fait, donc, on ne peut pas sauver les gens. Voilà. Tu ne peux pas sauver les autres. Surtout s'ils et ils ne t'ont rien demandé. Et alors ça, moi, je ne le savais pas à l'époque. Je n'avais pas compris. Et j'y allais et je mettais toute mon énergie et je me sacrifiais en fait. Et donc j'ai d'abord eu ce mec et en fait voilà l'escalade de la violence parce qu'en fait je n'ai pas changé cette personne. Il était colérique, il est resté colérique et en fait il est devenu de plus en plus violent parce que t'es assez jaloux. Donc là j'étais la meuf genre ouais moi personne me dira comment je m'habille et en fait je me suis jamais autant fait insulter parce que je choisissais tel ou tel habit. Et c'est très paradoxal parce qu'il m'a rencontré alors que j'étais sexy, cis-ami, et en fait, il a voulu me changer en disant attends, tu vas pas sortir là comme ça, on dirait une pute. Au début, en fait, c'est pas ça, c'est que moi je disais rien. Je disais, ah, t'as peut-être raison, c'est vrai que maintenant je suis en couple avec toi, en couple, entre guillemets. Ouais, c'est les filles, il faut être respectable et tout ça. D'accord, je dis bon. Et en fait, ça avait fait un peu de chemin dans ma tête et tout. Et jusqu'à ce que plusieurs fois, la voix se hausse, les mots soient de plus en plus forts. Je suis partie une fois, je suis revenue, j'ai eu une dispute avant une soirée, j'ai trouvé des excuses en disant ah mais c'est parce que c'est à cause de moi, j'étais en retard et du coup on a loupé le truc. Et donc je trouvais beaucoup d'excuses. Ma famille a commencé à beaucoup s'inquiéter pour moi. Je suis partie et je suis retournée. Et il y a eu la dispute de plus. Et là, j'ai dit, en fait, waouh. J'ai eu un écart.
je suis en train d'être dans un cercle infernal. Et alors qu'il était parti au travail et tout ça, je suis allée chez lui, j'avais emménagé avec lui quand même, il faut voir le délire quoi, au bout de 3 mois. Et j'ai pris toutes mes affaires, je me suis barrée. Et là, j'ai dit plus jamais. Et donc, j'ai plus jamais eu de contact avec cette personne. Et c'était d'une violence sans nom. Et donc là, je me suis manqué de respect. Et ensuite, donc là, je n'ai pas changé cette personne. Hein. J'ai voulu la sauver, mais je n'ai pas pu. Il y a eu une autre relation où j'attendais que le mec s'intéresse enfin à moi. Et je me disais, je vais le voir, je suis plus ceci, je suis plus cela, moi j'aime plus, moi je peux dépenser plus pour quelqu'un, moi je fais plus de kilomètres pour quelqu'un. J'allais le voir à Saint-Tropez, enfin, mais des trucs, j'étais capable de faire des allers-retours dans la nuit en voiture, mais n'importe quoi. On m'appelait, j'étais là. Ouais. Et puis très souvent, je faisais la maline hein, en disant que j'étais capable de tout, peur de rien et tout. Et en fait, c'était les gens abusaient de cette. Enfin, c'était rigolo pour eux, c'était du jeu, de la manipulation, quoi. Et moi, je fonçais dedans, quoi. J'allais en fait un peu m'auto-flageller, hein, clairement. Et donc, j'attendais que cette personne me. Évidemment, plus de sexe, hein, qu'on soit clair. Je te donne un exemple. On m'aurait dit, bon Sandra, il faut venir avec une tenue en rési, viens, on va faire un truc dans un club échangiste. Ah, mais il faut arriver qu'à partir de l'heure du matin chez moi, parce que tu comprends, avant j'ai une soirée, mais avec d'autres amis, donc si tu pouvais venir. Mais genre, j'aurais dit oui. Des trucs, mais plus extrêmes, voilà, j'étais, j'avais pas de limite, quoi. Donc ça, jusqu'à ce que je me dise, ah, ce mec va finir par tomber amoureux de moi. Ça n'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, un jour, il me l'a dit, genre frontalement, il m'a dit. D'ailleurs, je te donne un exemple. J'ai eu des relations avec lui, avec son cousin. Et donc, il voulait pas de moi, j'allais de mec en mec. J'ai pas couché avec 58 mecs encore. Et encore, même si c'était le cas, ça me regarde, mais je, un jour, des années après, hein, parce que en plus, je le trouvais super intéressant, je veux dire, intellectuellement parlant, voilà, j'aimais beaucoup. Physiquement aussi, mais qu'importe. Mais un jour, il me dit, au détour d'un verre, il me dit, tu sais, il me dit, mais j'aurais trop honte. En fait. Il me dit, tu sais, t'as pas compris, mais on sera jamais ensemble. Il me dit, j'aurais bien trop honte de te présenter à ma famille. Il me dit, tu te rends pas compte. Il me dit, puis même, t'as couché avec mon cousin, mais il me dit, il me dit, si un jour t'as eu une once de croire de je sais pas quoi, il me dit, mais tu fais fausse route, ma fille. Waouh. Quand j'ai pris ça dans la tronche, je me suis dit, ah ouais, quand même. Le mec a vraiment très très peu d'estime pour moi-même. Mais en même temps, il y a une mouche. En même temps, j'en avais pas pour moi-même. Comment quelqu'un aurait pu en avoir pour moi, en fait? Et je savais même pas ce que ça voulait dire. Est-ce qu'il y a une autre relation un peu bizarre? Oui, ah, mais celle-là, elle est venue après. Et donc, en fait, parce que j'ai été longtemps dans mes travers, et je finis par retrouver celui que j'ai cru être l'homme de ma vie. En fait, je pense que cet épisode, j'aurais dû l'intituler sur mes relations sentimentales. Mais, et en fait, mais tu vois, cette relation-là avec ce mec il m'a dit je te présenterai jamais à ma famille. Je pensais, tu vois, dans ce truc, je vais le sauver. C'est oui, il est instable, il se rend pas compte encore que, en fait, ce qu'il faudrait, le mieux pour lui, ce serait d'être en relation. Je pourrais lui apporter ce côté stable. Et puis, justement, de par ma neuroatypie, je m'intéresse à tout. Intellectuellement, je pourrais enfin, pas le nourrir parce qu'il n'est pas besoin de moi, mais je veux dire, ce serait un plus. Je sais que je suis intéressante. Je sais pas, je me dis qu'on est fait l'un pour l'autre et tout. Il le voit pas encore parce que il a besoin d'être à gauche, à droite, mais je sais que en fait le jour où il réalisera, je serai là et tout. Et c'est un peu, ça reste aussi du sauvetage quoi. Genre le mec il est instable, émotionnellement parlant, je vais le stabiliser, je vais l'équilibrer et tout. Mais meuf, non. Et putain. Et un jour je le revois, il me dit ah mais j'ai rencontré cette personne. Il me dit j'ai tout fait pour elle. J'ai tout fait. Ah oui, parce qu'accessoirement, j'ai même accepté l'inacceptable, c'est-à-dire que ce mec se droguait. Et en fait, pour moi, ça, tu vois, c'est pas possible, quoi. Je déteste ça. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de respect et tout, ben, pour moi, ça, c'est illégal, c'est pas possible, quoi. Et ben, même ça, je l'acceptais. Alors, ça me. D'ailleurs, c'est drôle parce que je rentrais pas dans ce truc-là, quoi. Même, je voulais même pas voir, en fait, hein, j'ignorais, je niais. Et en fait,
fait, il m'a dit, ouais, ben pour cette fille, je vais m'arrêter à la drogue et tout ça. Et en fait, elle m'a largué comme une merde. Et je me disais, putain, mec, tu vas avec une meuf qui te fait souffrir. Moi, je suis bon samaritain et tu veux pas être avec moi. Je comprenais vraiment pas. Et du coup, bah, tu vois, on revient encore à la réputation dont je parlais tout à l'heure. En fait, du coup, on m'a collé aussi encore l'étiquette Alessandra se drogue. Genre, moi, attends, s'il y a bien une personne dans le monde qui touchera jamais à ça, qui a jamais touché à ça, c'est moi, tu vois. Et en fait, genre, vraiment, c'est pas possible pour moi. Et surtout, en plus, je rajoute même pas l'éducation, quoi. Et en fait, ben, et en fait, bon, après, je n'avais un peu que faire de ces ragots. Mais putain, en fait, tous ces ragots me sont tombés un jour au coin de la gueule. Je retrouve en fait un mec dont j'étais folle, 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 folle au collège. Et je me dis, bah, ça y est, je retrouve l'amour de ma vie. Évidemment, alors pour le coup de foudre, on se retrouve. Et j'avais beaucoup changé, c'est-à-dire que j'avais commencé en fait à avoir cette période de solitude, à me retrouver seule face à moi-même et à m'apprendre. Et donc, à m'apprendre, c'est rigolo, mais et en fait, ça lui a plu. Ça lui a plu et il dit waouh, Sandra, meuf, elle est indépendante, puis elle prend soin d'elle, donc très dans le dev perso, la lecture, machin, ça. Et, et ouais, ça lui a plu et j'avais compris beaucoup de choses. Et en fait, on s'est mis ensemble, mais on a failli ne pas se mettre ensemble à cause de justement son meilleur ami qui connaissait ma réputation, entre guillemets. Enfin, entre guillemets, oui, ma réputation. Et en fait, il lui a dit à son ami, mais tu vas pas te mettre avec cette salope? Avec toutes les filles qu'il y a, tu vas pas choisir elle quand même. Et ça m'a tellement blessée parce qu'en fait, du coup, là, j'ai été allée moins dans le forcing parce que je lui avais dit, écoute, tu sais quoi, moi, j'ai rien à prouver. Si t'as envie vraiment d'apprendre à me connaître aujourd'hui telle que je suis, bah, on essaye. Sinon, tant pis, quoi. Vraiment, je suis fatiguée de défendre celle qui je suis. Celle que je suis. Et en fait, finalement, ça nous a mené à quelques années de relation. Et, et j'ai encore voulu sauver cette personne parce que je me disais que, en fait, là, je suis devenue, j'ai voulu faire comme sa mère, mais je suis rentrée dans un jeu de manipulation parce que il voulait bien aussi que je sois sa mère, hein. Je le soignais, je m'occupais de la maison, puis en même temps, je voulais aussi m'épanouir, m'expanser professionnellement, mais j'arrivais pas à tout faire. Et j'ai fait l'erreur de me sacrifier pour lui, vraiment. Et alors, ça s'est retourné contre moi, puisque 3 ans après, il m'a dit, c'est toi, faut qu'on parle. Donc, tu sais, je m'étais fait quitter comme une merde. Bah là, c'est moi qui étais quittée comme une merde. Il m'a dit, en fait, bah déjà, j'étouffe. Genre, j'ai plus d'oxygène. Parce que je l'aimais, c'était pas de l'amour, quoi. C'était de la dépendance, quoi. Je respirais cette personne. Et en fait, il m'a dit, je respire plus, j'ai pas d'oxygène, tu m'étouffes. Et en plus, tu fais tellement tout ce que je dis. Tu fais plus, que tu fais plus rien en fait, tu fais plus rien pour toi, tu t'intéresses plus à rien, tu n'es plus la personne que j'ai rencontrée, t'es une coquille vide. Oh, quand dans ma tête, je me suis dit, attends mec, ça fait des années que je fais 6 amis pour toi, machin, et tu me quittes comme ça. Eh ben en fait, ben, il avait bien raison, parce que c'était la vérité. C'était la vérité. Et je m'étais tellement sacrifiée que j'avais éteint la personne que j'étais, c'est-à-dire ma neuroatypie, mon hypersensibilité. Et puis en plus, il ne le comprenait pas. C'est-à-dire que je mettais pas de mots à l'époque MOTS dessus. Parce que pour lui, ben, je me plaignais tout le temps, j'avais tout le temps mal quelque part, j'étais trop franche, j'étais trop cash. Et en fait, il me dit, mais attends, dans ton histoire, tu sais, donc le fameux, son meilleur ami, quand même, il a raison, tu devrais te respecter, c'est pas normal de foncer dans des relations comme ça, d'accepter des trucs pareils, et puis les gens, ils ont t'as une réputation, c'est dommage, tu devrais avoir une réputation à tenir et tout. Et là, je me dis, mais il me dit, tu comprends, moi, je suis un peu connue, entre guillemets, parce que le mec avait une grosse boîte et tout, mais là, je me dis, putain, donc ça me retombe sur la gueule, je me dis, ah ouais, c'est si important que ça, l'image pour les gens. Oh. Et en fait, il me dit, mais quand même, juste respecte-toi, quoi. Tu peux pas coucher avec quelqu'un pour qu'on t'aime, tu peux pas accepter, selon par exemple cette drogue, l'inacceptable de fréquenter des gens comme ça. Je me dis, ouais, je sais pas, ouais, je comprenais pas, mais t'as pas d'estime pour toi-même, tout ça. Ouais, ça percutait pas, je savais pas ce que c'était. Oh, je savais pas ce que c'était. Et en fait, quand il m'a quittée, je suis pas encore revenue à moi-même tout de suite, j'ai fui. La fameuse Gisèle. J'ai fui et j'ai rencontré quelqu'un qu'il connaissait et je me suis dit, un mec, un bad boy. Un bad boy. Un mec torturé, qui avait été abandonné quand il était jeune,
je pourrais pas dire son nom, en plus il est connu, quoi. Maintenant, je l'ai revu à la télé et tout, quoi. Bref. Euh, et mec dur et tout, mais et je me disais, oh, avec moi, il va être tendre. Mec qui avait honte des sentiments, et je me disais, ah, je vais lui apprendre ce que c'est que les émotions, la sensibilité, trouver son côté comme ça. Puis il a pas eu de maman et tout. Et il a vécu des choses dures. Au début, c'était tellement dur, je pensais que c'était un mytho, mais non, c'était vrai. Et en fait, ben, je l'ai pas sauvé. En fait, le mec avait une autre vie. Il avait, dans une ville, il avait une meuf. Et oh putain, j'avais oublié cet épisode jusqu'à ce que il me dise, viens, on part en voyage et tout ça. Je dis, bon, ok. J'ai bossé avec lui, puis après, je suis partie en week-end avec lui. Oh, con. Le mec, il me reprochait genre de trop prendre soin de lui. Je dis, ok, bon, bah, fais ta vie. Un matin, il se réveille pas pour aller à une conférence à l'étranger. Et en fait, il m'insulte en me disant, putain, tu m'as pas réveillé et tout. Je t'ai pas réveillé. Mais moi, je suis pas ton réveil, je suis pas ta standardiste et tout. Il est quand même allé bosser. J'ai pris mes affaires et j'ai pris un bus pour aller à Marrakech. Et il m'a traité de michetonneuse. Putain, mais je savais pas ce que ça voulait dire, michetonneuse. Je suis allée voir sur Google. Et en fait, ça veut dire que c'est une fille qui profite de l'argent des autres. Je dis, ah putain, je suis pas du tout comme ça. Et il n'a pas compris. Je suis pas allée en week-end pour profiter de son pognon. C'est juste parce que j'avais envie d'être avec lui. Je me suis dit, ah, c'est peut-être une opportunité il réalise enfin. Et en fait, qu'on peut être proche et tout, il vient, il s'excuse et tout, limite. Enfin, genre, il me demande pardon parce qu'il s'était déjà mal comporté. Et en fait, il me dit ça, je fais, ah non, il a pas compris. Et donc là, j'ai plus jamais donné de nouvelles. Et je lui avais dit, mais si tu veux ton billet d'avion, je te le rembourse et tout. Et là, j'ai plus jamais donné de nouvelles. Parce qu'en fait, à chaque fois, il était, non, mais pardon, j'ai été un petit peu dur, tu comprends, je suis stressée, le travail. Puis en fait, bref. Et d'ailleurs, lui, pour me blesser, sa phrase, ça avait été, ah, mais tu sais, ton ex, donc celui que j'avais cru être l'homme de ma vie, il me dit, eh ben, il m'a toujours dit que, en fait, bah, t'es une branleuse, puis justement, t'es une sale répute et tout ça, et puis tu fous rien, mais de toute façon, il avait raison. Bon, bah écoute, ok, peut-être. Ah là là. Et en fait, là, je me suis retrouvée vraiment seule face à moi-même. Et là, j'avais eu une grosse période avant de rencontrer le fameux amour de ma vie. Et là, la deuxième, grosse. Et c'est là où après, j'ai beaucoup lu, beaucoup. Et en fait, c'est là où, bah, putain, j'avais fait mon déni d'hypersensibilité, mon déni de moi-même et tout ça. Et je me suis dit, franchement, Sandra, tu fonces dans des relations à sauver des gens, mais putain, aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. Tu peux pas sauver des gens alors que t'es même pas entière toi-même, tu sais même pas quitter. Le mec il aime le golf, tu te mets à aimer le golf. Le mec il aime le foot, tu te mets à aimer le foot. Le mec te dit il ne travaille pas, je travaille pas. Enfin, tu vois, c'est pas possible en fait, je peux pas vivre pour les autres quoi. Je me connais même pas, c'est pas possible quoi. Et, et donc je me suis posé cette question de qui je suis, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je manque. Enfin, en fait, je me rendais compte que je manquais cruellement d'amour, mais je m'aimais pas moi-même. Et ça avait résonné, c'est quoi l'estime? Et j'étais allée chercher. Ah putain, mais en fait, l'estime, c'est la valeur que je me donne. Et en fait, je me donne pas grand-chose comme valeur, quoi. Et le fameux amour de ma vie, on l'appellera Norbert, pour comprendre qu'on parle du même, là. Et bien, en fait, il m'avait dit, mais un jour, si t'as des enfants, tu vas leur dire quoi, en fait? Ou même si t'as une fille, tu lui diras quoi? Qu'il faut coucher avec le premier venu pour qu'on l'aime? Qu'il faut aider là, le premier pélo qui passe parce qu'elle est empathique et que ben, elle pense qu'elle va arriver à sauver tout le monde? Elle va se prendre pour qui? Pour Wonder Woman? Et puis elle va avoir une réputation, puis on va dire quoi d'elle et tout ça. Et donc, et ça avait résonné. Je m'étais dit, moi dans ma tête, je me disais, non, ma fille, je dirais de faire ce qu'elle a envie de faire, en fait, que justement, d'avancer, de pas se soucier du regard des autres. Et tu vois, je trouvais ça bien. Et donc, en effet, ça, c'est un bon côté. C'est un bon côté pour l'atteinte de oser être soi et pour être indépendante. Mais en fait, aujourd'hui, ça résonne d'autant plus que j'ai un enfant. Bon, c'est un garçon, mais on s'en fout, finalement, c'est pareil. Et puis, on dit pour les futurs hommes de demain, élevez vos fils, quoi. Putain, élevez vos fils. Et en effet, ça me fait de la peine. Parce que vraiment, la vie, j'ai aucun regret. Parce qu'ensuite, après, j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui, qui est le père de mon enfant. J'adore mon fils. C'est extraordinaire, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me voyais avoir un enfant avec cette personne. Et j'ai appris. C'est synchronicité, c'est fou parce que j'ai appris. Ah oui, la coupe de cheveux, c'est quand j'ai quitté le premier comme une merde. Je m'étais coupé les cheveux, je sais plus si je l'ai dit.
j'ai appris que cette personne avait eu un enfant quasiment en même temps que moi, un peu avant. C'est drôle, c'est très très drôle. Et aujourd'hui, je lui dirais un peu merci parce que grâce à lui et grâce à toute cette peine et cette souffrance, j'ai arrêté d'être une Gisèle. J'ai arrêté de sauver les gens, j'ai appris à me sauver moi-même. J'ai compris ce que c'était l'estime. Et en effet, j'ai renforcé des valeurs en moi que je pourrais transmettre à mon fils et puis qui pourra s'aimer lui-même, se respecter. Et évidemment aussi malgré tout vivre pour soi et faire ce qu'il aura envie de faire. Et aussi du coup, parce que justement je l'ai eu au meilleur moment de ma vie, j'ai pu apprendre tout ça. J'ai pu apprendre de mes erreurs et je regrette rien. Je me suis beaucoup trompée. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis à mes coachés qu'il n'y a pas d'échec, parce que juste on apprend. Alors après le problème c'est si tu fais que répéter le même truc, c'est ça la fameuse scène. Et c'est là où des fois les Giselles sont bloquées dans leur vie d'apparence et de superficialité. Parce qu'il faut descendre en soi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et en fait c'est l'univers qui nous envoie tout le temps des signes. Dire attention, là ça pue, mais vas-y justement. Là, tu viens d'avoir un accident. Là, tu es en train de faire un burn-out. Là, tu viens de subir une séparation. Là, c'est qu'il est temps de peut-être aller faire un peu plus, un pas vers toi, aller à la rencontre de toi-même. Et moi, grâce à tout ça, j'ai pu y arriver. Et donc, je me suis jamais plus sentie autant armée qu'aujourd'hui pour avoir un enfant. C'est ce qui a fait que j'ai été heureuse d'être enceinte et de mener à cette grossesse et aujourd'hui d'avoir mon fils parce que voilà, je lui apprendrai toutes ces valeurs, j'apprendrai l'estime, j'apprendrai l'amour de soi. Je lui apprendrai en même temps l'indépendance, l'importance de l'indépendance, puis aussi de l'affirmation de soi, et aussi de tout ça parce que du coup ça veut dire qu'un jour s'il a une femme, un homme, je m'en fous, on s'en fout, c'est pas ça, mais le respect de l'autre et ouais, le respect de l'autre en fait, respect de soi et respect de l'autre et je lui apprendrai aussi voilà, à générer, enfin, pour l'extérieur, oui, l'amour de l'autre, l'empathie, l'écoute, l'aide, bien sûr la présence, le respect, mais surtout pour soi, de l'amour pour lui, le respect de lui-même, savoir qu'il vaut quelque chose, qu'il est important, et ce juste équilibre entre finalement se soucier du regard de soi, pour soi-même. Le regard de l'autre, il existe, il ne faut pas le nier. Et je lui dirais aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Et si ça avait été une fille, donc c'est un garçon, mais je lui dirais de... Après, je lui dirais, mais si demain j'ai une fille et que c'est une Gisèle, je pourrais pas. Et c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que, en fait, je t'en reparlerai dans un épisode, je souffre un peu en étant coach. Et c'est là où, en fait, il faut pas faire de transfert et il faut pas tout absorber et puis garder l'énergie et la diriger là où il faut parce qu'en fait, je voudrais aider tout le monde. Je voudrais aider toutes les Gisèles que je vois. Ma petite sœur est une Gisèle. Malheureusement, j'ai plus de contact avec elle. Mais ma petite sœur, c'est une Gisèle, tu vois. Il y a beaucoup de trucs de la vie qu'elle comprend pas et peut-être qu'elle ne le comprendra jamais. Et donc, en fait, je me suis aperçue, et je le sais en fait depuis longtemps, mais je dois me le répéter souvent que je peux pas aider tout le monde. Je peux pas sauver les gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. Et c'est très frustrant quand on fait son métier. On peut pas sauver les gens qui n'ont pas envie. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de courageuses. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais il n'y a pas beaucoup de courageuses qui signent, qui transforment cette souffrance, qui vont là où ça fait mal, qui vont là où ça pue. Il n'y en a pas beaucoup. Et j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé tout ça. C'est pour ça que j'ai créé mes réseaux sociaux, mes vidéos, mon podcast, pour qu'il y ait de moins en moins de Gisèle. Et malheureusement, pardon, j'avais pas prévu de pleurer. Et en fait, je voudrais qu'il y ait plus de toi et moins de Gisèle. Plus de soi-même, plus d'individualité, plus que chacun s'assume, se trouve et tout, et moins de Gisèle. Et je suis pas Wonder Woman.
Mais peut-être un jour je serai quelque chose d'autre et je t'en reparlerai. Voilà, c'est tout. C'était beaucoup déjà, mais j'ai dit beaucoup de choses, donc tu comprends. Ah oui, c'est ça aussi que j'avais dit sur accepter sa part d'ombre. Finalement, suis-je toujours cette Sandra? Oui, je pense. Je suis toujours la même, mais en mieux, j'espère. Changer, c'est sûr. Et en fait, personne ne m'a changé. Il n'y a que moi-même et puis que mes erreurs et l'univers qui m'a accompagnée aussi dans chacune de ces étapes. Et je suis sûre qu'il t'accompagne aussi. Est-ce que tu vois les messages? Je sais pas. Moi, je peux pas les voir pour toi. Voilà. Donc, moins de Gisèle, plus de soi. Et ah oui, c'est ça que je disais, donc accepter sa part d'ombre, c'est-à-dire qu'en fait j'accepte toutes ces erreurs que j'ai faites, j'accepte d'avoir été superficielle, de l'être encore parfois aujourd'hui. Je suis dualité, j'accepte des fois d'être vouloir plaire, être sexy, puis des fois de rentrer dans des jeux de dépendance et sans m'en apercevoir, je fais attention. Et j'essaye d'être mieux. Mais ça fait partie de moi, je suis pas parfaite. Voilà.